Je vais résister à l'envie de réagir, et c'est une prétérition, parce que je vais réagir quand même à ce que vous avez dit à propos de la télévision comme mauvais objet, qui est un très vieux thème. La télévision rend les gens... et je pense qu'il faut se méfier un tout petit peu de ça, parce que c'est des choses qui ont évolué selon les milieux, selon les pays. Si vous dites ça aujourd'hui à des jeunes générations de milieux populaires, on ne complète pas automatiquement la télévision rend les gens... peut-être qu'ils diraient, moi je ne regarde plus beaucoup la télévision, de toute façon je suis d'abord, voilà, je suis sur le net, ou je suis sur le VOD, ou etc., etc. Donc c'est quelque chose que je pense qui a beaucoup évolué. Cela dit, c'est vrai que pour la période qui nous intéresse, pour la longue durée de l'histoire du journalisme télévisé, c'est vrai. C'est vrai que et du coup, c'est vrai. C'est fondamentalement vrai dans la hiérarchie des médias et dans le milieu d'où les journalismes viennent, dans les classes sociales, éduquées, la télévision garde un stigmate. Et j'ai envie d'ajouter aussi, je pense que fondamentalement c'est une ânerie de dire ça. Je veux dire que la télévision rend les gens. C'est les circonstances dans lesquelles on est conduit à regarder la télévision qui peuvent vous rendre ça ou ça. Ou peut-être que vous arrivez devant la télévision, vous êtes déjà dans cette disposition d'esprit, de relative passivité. C'est pas le média lui-même qui... voilà. Mais ça c'est un problème du déterminisme technologique simpliste qui se promène allègrement et qui peut avoir beaucoup de succès à l'université. On peut penser au livre de Neil Postman, qui a été un best-seller international, et dont Postman lui-même a dit après qu'il l'avait écrit comme ça, de façon un peu provocatrice, qu'il ne pensait pas que c'était son meilleur livre. C'est de loin le plus vendu. Voilà. Et donc, ça va à l'université, puis ça se promène encore beaucoup, ce genre de clichés, mais c'est des clichés puissants, c'est des prophéties créatrices. Si tout le monde y croit, ça finit par être vrai que la télévision, ça rend les gens stupides et passifs. Si tout le monde y a beaucoup cru. Donc maintenant, on passe au journalisme télévisé. Et je voudrais commencer par passer en revue un certain nombre de problèmes que pose l'intitulé « Histoire du journalisme télévisé ». On peut dire qu'il n'y a pas un journalisme télévisé, il y en a plusieurs, et puis en plus il n'y en a pas de journalisme télévisé, donc ça fait quand même beaucoup de problèmes, l'objet se dissout d'emblée. Alors pour essayer de préciser un peu les choses, je pense que je parle de fausse évidence d'abord parce que quand on dit journalisme télévisé, dans une classe, et c'est vrai, j'ai envie de dire dans le monde entier, mais c'est évidemment une hyperbole, mais en tout cas dans 4 ou 5 contextes nationaux dans lesquels je me suis trouvé enseigner ou à donner des conférences sur le sujet, c'est quoi le journalisme télévisé? Tout le monde répond, comme Jean-Luc Godard interrogé à la télévision française dans les années 90, le journal télévisé, c'est l'apparition de la Vierge. On cadre quelqu'un qui dit les nouvelles, ou plutôt l'apparition de l'ange Gabriel, c'est pas moi, mais l'ange Gabriel, qui dit les nouvelles, cadré de la même façon. Il y a un format, comme on dit. Il y a un format du JT qui s'est mis en place, on va raconter un petit peu comment, à un moment donné, et qui est devenu le symbole du genre, la signature du genre, qui est un emballage qu'on reconnaît. Et encore aujourd'hui, quand à une certaine heure, dans un pays donné où il n'y a pas trop de décalage horaire, vous zappez sur toutes les chaînes, vous tombez sur le JT à certaine heure, et c'est extraordinaire, c'est vrai pour beaucoup de gens, mais on le reconnaît comme ça. On n'a pas besoin d'entendre la moindre information. Ce qui est pensé que ce n'est pas de l'information, puisqu'on le reconnaît tout de suite sans qu'il y ait la moindre information. On est dans une situation sociale où il y a un homme, encore dans 85% des cas, un couple, plus moderne, enfin ça date des actualités régionales américaines des années 70, l'introduction du couple, et une femme, le cas échéant, donc encore man, encore woman, encore person, la femme manque, l'homme manque, qui dit des nouvelles et qui lance des reportages et qui interviewe des gens en plateau, et le format est quand même d'apparence très rigide. Même si, alors c'est ça, c'est une première difficulté, c'est qu'on a le sentiment de quelque chose, d'un produit de quelque chose. D'un produit, c'est aussi un terme très moderne, extrêmement précis, et en fait ça cache beaucoup de différences, y compris d'abord, ce format lui-même cache des différences importantes parce qu'il cache des marges de manœuvre politiques des journalistes extrêmement différentes. On peut être dans une semi-dictature ou dans une démocratie libérale et on a le même format. On se dit tiens, je reçois les nouvelles. Non, je reçois des choses extrêmement différentes du point de vue de la signification politique. La personne qui vous parle, les yeux dans les yeux, en direct, très important évidemment, en direct, peut être rédacteur en chef, avoir beaucoup de pouvoir sur le journal, ou peut n'en avoir pratiquement aucun, être un simple speaker, un simple reader, un simple lecteur, ce qui ne recoupe pas forcément d'ailleurs l'opposition démocratie libérale au régime autoritaire, parce qu'en Allemagne, sur le service public, de très longue durée, les présentateurs ils le sont toujours si je suis à jour, mais mon information d'il y a 4 ans, et tout ça bouge très vite, celui de l'international c'est compliqué. Je pense que c'est encore vrai quand on pense à la puissance de la tradition dans ce type d'institution. Donc le présentateur de l'ARD est un speaker,
est un lecteur sur la première chaîne allemande. Et à l'inverse, sur la première chaîne française ou la deuxième, il est rédacteur en chef de son journal. Il est pilote, et pas toujours à toutes les époques, etc. Donc on a un emballage, on a un format qui cache des choses très différentes. Et des choses, je regarde un peu le temps qui passe, et des choses politiquement différentes. Et puis en plus, on pense journal télévisé, on pense au format qui est le cœur de la catégorie, le type même, le journal de 20 heures, et puis il y a tous les sous-formats, tous les dérivés de ça. D'ailleurs, ça n'a pas commencé comme ça, parce que la grande cérémonie de 20 heures s'est établie progressivement, ou 20h30, ou 21h, ça dépend des pays, ou 19h, ou plutôt que ça au nord de l'Europe. Mais ça s'est établi, ça a pris du temps à s'établir. En plus, il y a un tas de variantes. Le journal de la mi-journée, qui aura toujours un ton un peu plus pomme de terre. À une époque, en France, avec le journal de Jean-Pierre Pernaut, littéralement, il y avait des choses sur la culture des pommes de terre, et c'était volontairement comme ça, faire des choses un peu province. Évidemment, il y a une ironie, et je cède à l'ironie et au mépris, notez bien l'envie de mépriser un peu ça. En fait, il y avait un calcul de journalisme pour faire un certain type de journalisme populaire, et ça a très bien marché, donc c'est facile de mépriser, mais c'est plus compliqué de savoir le faire et de réussir. C'est pas mon genre de journalisme, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre de côté. Mais c'est très fréquent quand on parle de la télé, on a envie de se moquer. Et il faut faire attention, à mon avis, surtout quand on est un chercheur, en principe, la moquerie n'est pas la meilleure attitude par rapport à son objet. Donc le journal de midi, le journal de la fin de soirée, qui aussi s'installe à un moment donné, les late night news, qui vont aussi avoir une autre image. Dans beaucoup de pays, savoir des images d'ailleurs très très différentes. Dans certains pays, ça va évoluer vers, on a le droit de dire des choses un peu plus légères, un peu plus amusantes, c'est la nuit. Et dans d'autres pays, à un moment donné, c'était le marketing, lorsque Christine Ockrent, qui a été extrêmement connue, mais qui est beaucoup moins, qui a été la première présentatrice femme du journal télévisé en France en 1982, aux 20 heures, dans une longue durée, et rédactrice en chef, installe un journal de deuxième partie de soirée. Elle dit c'est pour les cadres et les catégories, les CSP+. On dit, évidemment, le canard enchaîné s'est moqué d'elle immédiatement en disant les imbéciles vont aller se coucher, les gens intelligents restent debout, ils vont regarder votre journal. C'était aussi l'image que ça avait du point de vue marketing, mais ça donnait un ton, il y avait un peu plus d'économie, un peu plus de politique, etc., etc. Et vu que je suis toujours au point A de la première slide et qu'il s'écoule 10 minutes, je me dis que je n'arriverai pas au bout, donc je vais accélérer un tout petit peu, encore plus. Genre de journalisme, genre télévisuel, ça recoupe la citation que vous avez indiquée. C'est qu'en effet, cette intersection entre journalisme et télévision est problématique dans toute l'histoire du journalisme télévisé, ce que je vais résumer, alors du titre de l'article que je vous ai envoyé un peu au dernier moment, je crois, en disant qu'il y a eu des zigzags dans l'histoire du journalisme télévisé. J'avais dit l'article, c'était de la télévision au journalisme, histoire d'un aller et d'un retour. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné, au début du journalisme télévisé, démarre vraiment comme de la télé, dans la télé, en France en tout cas, mais c'est vrai dans d'autres pays, il est assez ignoré, vraiment méprisé par les journalistes. Il rejoint le journaliste de plus en plus, et avec la télé commerciale et les pressions de la télé commerciale, on peut dire qu'il s'est rééloigné du journalisme. Ça peut se discuter, mais en tout cas, on voit qu'il y a des fluctuations dans cet emplacement un peu problématique. Troisième point, les deux narratifs, en m'excusant de cet anglicisme et qui va bientôt cesser de l'être, au train où vont les choses, c'est deux récits opposés, on a une espèce de grands récits opposés. Lorsqu'on fait des récits simplifiés de l'histoire du journalisme télévisé, mais ce sont aussi des récits qu'on trouve lorsqu'on fait l'histoire du journalisme. On a eu un récit qui a été très populaire à une époque chez le journalisme, et le journaliste, évidemment, c'est un récit qui pouvait les arranger, c'est le récit de l'émancipation. On a été soumis sous De Gaulle, on a été soumis jadis. Jadis, les pressions des politiques, c'était terrible. Est arrivé l'émancipation, la libéralisation, le pluralisme, la concurrence, les télécommerciales, tout un tas de facteurs qui fait que maintenant, ça y est, on est libéré. Donc ça, c'est un récit simplifié qui a une part de vérité, mais qui est aussi une part de mensonge. Et puis il y a un autre récit inverse qui est de dire il y avait le journalisme sérieux, beaucoup d'actualités internationales, il y avait la télé publique qui dominait, est arrivée la concurrence, on s'est mis à couvrir systématiquement les célébrités, les choses les plus triviales, et il y a une décadence du journalisme. Et évidemment, il faut se méfier de ça, parce que chacun de ces récits joue un rôle rhétorique dans des argumentations selon les positions personnelles des personnes qui les tiennent, ces discours. Donc, je pense que le mot-clé pour moi, ce n'est pas le mot d'indépendance, ce n'est pas l'émancipation, mais c'est quel type de dépendance, à un moment donné, pèse sur le journalisme télévisé.
Et là, justement, c'est ce qu'il faudra détailler, mais en fait, il y a toujours des dépendances politiques. Elles ont changé de nature, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Elles sont moins directes, elles sont plus subtiles, elles tiennent plus du marketing, mais elles tiennent toujours aussi quelquefois du coup de gueule autoritaire. Dans l'Italie de Berlusconi ou d'un autre Premier ministre italien, on ne va pas blâmer des personnes précises, ou la France d'aujourd'hui, on peut avoir des effets politiques directs et des pressions, et ça marche beaucoup moins, pas de la même façon, mais ça marche toujours. Donc il n'y a pas d'âge d'or, il y a d'âge de fer, ou d'émancipation. Les pressions économiques aujourd'hui, c'est quand même plus connu, l'idée qu'on est dépendant de la pub, du chiffre d'affaires, etc., etc. C'est plus connu dans le principe, c'est beaucoup moins connu dans la réalité. C'est-à-dire que la difficulté de faire un reportage sur un grand annonceur de la chaîne, beaucoup de journalistes en parlent dans la généralité, trouver beaucoup d'enquêtes, d'investigations qui vont vous expliquer précisément comment ça se passe et quel annonceur a pu poser, c'est beaucoup plus difficile. Simplement, on sait que ça se passe. C'est un vrai sujet de recherche, mais je ne sais pas si un chercheur universitaire est équipé pour ça, ou alors il faut le faire des années après, lorsque le sujet refroidit et que c'est moins gênant, ou quand les gens s'en vont, ou quand ils sont en colère et qu'ils parlent. Stratégie, ils s'en vont en colère, ils parlent, ils disent quelquefois des âneries, mais ils ont besoin de parler, de raconter et de vider leur sac. Et de vendre la mèche, comme on dit. Les pouvoirs professionnels, là aussi à différents moments, pèsent sur le journalisme télévisé. Ça peut être le conservatisme syndical, violemment dénoncé à une époque par des gens qui étaient opposés au service public, toujours utilisé comme un argument contre le service public. Il peut y avoir un problème du pouvoir professionnel, mais il y a aussi un usage rhétorique de l'argument. Les techniques, c'est capital, et là aussi je ne prononce que le mot sans préciser, et puis l'audimétrie, bien sûr, dont on dit le plus grand mal, mais en tout cas dont il faut bien mesurer, effectivement, la prégnance à différents moments. Là aussi, ça peut être plus à certaines époques moins, mais depuis que dans la fin des années 80, le people meter, l'audimètre à bouton poussoir, s'installe progressivement dans tous les pays européens et permet le suivi en continu de l'audience supposé, on suppose que c'est réel, bien sûr, il faut y croire, mais comme les professionnels sont bien obligés d'y croire, et nous aussi d'ailleurs, d'utiliser ça comme un indicateur, on sait que dans beaucoup de journaux télévisés, à différentes époques, on a fait des enquêtes en disant on passe à tel sujet, boum, ça baisse, ça monte, ils zappent, comment faire pour éviter le zapping. Et ça a pesé sur la structure même du JT. J'ai une enquête précise qui n'est pas sur la France, qui est sur Israël, qui m'a raconté les détails de ça, qui faisait ce travail-là, et ça a vraiment pesé très fort sur la structure du JT, et notamment sur l'enchaînement des sujets. Et ça, c'est capital. Donc voilà pour un certain nombre de difficultés ou de questions qui tiennent à la méthodologie. Maintenant, j'entre dans le récit. J'entre dans le récit, et le récit là qui va être un récit français pour l'essentiel, d'abord parce qu'on ne peut pas tout raconter, mais en gardant bien présent à l'esprit ce qui me paraît capital lorsqu'on fait de l'histoire nationale des médias, quelque chose qui maintenant est beaucoup plus évident qu'il y a, disons, 30 ans ou 20 ans, c'est qu'en fait, à peu près chaque fois qu'on dit « et là, il s'est passé quelque chose de très spécifique de notre pays », on fait allusion à un processus qui s'est produit ailleurs, aussi, sous une autre forme. Et la globalisation, c'est ça, c'est pas tout ensemble, tout pareil, mais qu'à certains moments, les pays se ressemblent, les mécanismes sociaux, institutionnels, convergent. Et on a une illusion très souvent de la spécificité nationale. Illusion qui peut être de l'ordre, là aussi, du positif ou du négatif. On est extraordinairement meilleur et en avance, c'est pas vrai, les autres l'ont fait à peu près en même temps, ça arrive tout le temps. Ou à l'inverse, on est épouvantable, il n'y a que chez nous que ça se passe de façon tragique et dramatique, c'est pas vrai, ça se passe très mal ailleurs, etc. etc. Bon, il y a des choses un peu plus subtiles à dire de ça, mais c'est très très fréquent, ce genre de mécanisme. Donc dans ce récit-là, à certains moments, je vous dirais, ça vraiment, c'était assez spécifique de la France, et à d'autres moments, je vous dirais, là, au contraire, on a un mouvement qui était ouest-européen, ou qui était même occidental, voire même mondial dans certains cas. Alors, le journal télévisé en France, malgré tout, démarre en 1949. Là aussi, dans les récits légendaires populaires de la télé, on dit que c'est le premier journal télévisé, le premier journal du monde, ce qui est faux, parce que c'est 1947, The Evening News with Douglas Edwards aux États-Unis, où il y avait un présentateur tous les soirs qui racontait les nouvelles, et ça s'appelait Les Nouvelles. Et puis, de toute façon, ce genre de compétition n'a pas grand intérêt, tout simplement parce que le journal télévisé en France, lorsqu'on le voit aujourd'hui en archive, il ne ressemble pas du tout à un journal télévisé.
Il ressemble à une espèce de succession de scénettes amusantes qui ne sont pas forcément les nouvelles du jour. Il n'y a pas de hiérarchisation du politique. Les films qu'on utilise sont récupérés dans les ambassades, sont tournés en 16 mm dans des conditions acrobatiques. Le premier sujet, ça a été raconté 10 000 fois pour les amateurs de l'histoire de la télé française. Ça n'a été pas raconté dans le monde entier. C'est un voyage en ballon, c'est filmé d'un ballon par une caméra 16 mm amateur apportée par le journaliste lui-même, parce qu'il n'y avait pas d'équipement, et on voit la chute du ballon, et c'est un sujet qui fait la gloire du journaliste télévisé. Ce qui est amusant aussi, c'est dans les premiers sujets, c'est qu'il y a beaucoup de sport. Et lorsque plus tard, dans les années 60, on va mettre du sport au début du JT, on dira non, il faut mettre la politique, le sport c'est plus populaire, c'est moins important. Au début, il y a des sujets assez populaires, tout simplement parce que les gens qui sont là ne sont pas sous pression pour faire du journalisme, j'allais dire du haut niveau. Enfin, dans la hiérarchie sociale existante, ils ne surveillent pas le sommaire du Monde de la veille en se disant c'est ça le bon journalisme. Ils ont une certaine liberté et très souvent aussi, ils n'ont pas de carte de presse et ce ne sont pas des journalistes. Pierre Sabag, qui monte le journal télévisé, devient journaliste, il était comédien, il a fait quantité d'émissions de télévision, de la variété, du jeu, il sera directeur de la télévision, il sera une espèce de polyvalent, comme il y en a beaucoup au début de la télévision. Pierre Tchernia, dont vous connaissez peut-être le nom, encore que, en tout cas pour une certaine génération dans la salle, qui a été un animateur légendaire de la télé française jusqu'aux années, de 1949 à la fin des années 90, donc ce genre de personne dont une nation entière connaît le nom, mais seulement une nation, parce que ça ne s'exporte pas, les animateurs-présentateurs. Pierre Tchernia, donc lui, il n'était pas du tout journaliste. Or, il a fait pendant plusieurs années le journal télévisé. Et puis après, il a été un animateur, producteur, présentateur, réalisateur, et j'en passe. Voilà, donc ça, c'est un peu l'ambiance de ce premier journal télévisé. Ce qui est important aussi, lorsque ça démarre, pendant 4 ou 5 ans, les hommes politiques considèrent ça comme de la rigolade. Le mot est employé, voilà, c'est pas très sérieux. Comment est-ce qu'on peut faire un journal télévisé en images? Et beaucoup de journalistes, de presse et même de radio, ne prennent pas ça très au sérieux. Et il y a un mot célèbre, c'est lorsque le premier projet de journal télévisé est envoyé par Pierre Sabag, donc ce personnage polyvalent, très jeune, au sortir de la guerre, qui a envie d'inventer plein de choses, au directeur des programmes. Le directeur des programmes le fait remonter à son patron, qui est le ministre de l'Information. On est en France à l'époque, c'est le ministre de l'Information qui est le vrai patron de la télé, et lui écrit dans la marge « Laissez les enfants jouer dans la cour et qui nous fichent la paix ». Et c'est ça l'idée qu'on a d'un journal télévisé. Donc ça ne vaut pas la peine, c'est pas sérieux. Les premiers journalistes, j'en ai dit un mot, j'ai passé sur pas mal de points, puisque sinon je n'arriverai même pas en 1960. Et j'en viens à la télé du général, et j'en viens à 1958, puisque donc France, on a la 4ème République, un passage éclair du général de Gaulle au pouvoir au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. La 4ème République, son instabilité, ses complications, jusqu'en 1958, en pleine guerre d'Algérie, le général de Gaulle revient au pouvoir. Et c'est un personnage qui a été très important pour l'histoire de la télévision française, puisque malgré son âge, c'est un monsieur qui revient au pouvoir à 74, croit-on sérieusement que c'est à 76 ans que je vais commencer une carrière de dictateur? Fin de citation, 58. Donc il est déjà assez âgé, peut-être âgé, parce que j'exagère, c'est peut-être un peu plus jeune, mais en tout cas il est déjà assez âgé. Et malgré l'âge, et ça c'est très singulier, et là il y a une singularité de la personne, il est passionné de l'idée de la communication, il est célèbre pour son usage de la radio, il s'empare de la télévision, il apprend la télévision très vite. À l'inverse de tous les hommes politiques de sa génération, une étude comparée, d'Allemands, Anglais, ils ont beaucoup plus de mal. Lui, il y a un apprentissage très très rapide, et pour l'époque, en tout cas, c'est l'époque de la croissance de la télé. Pour les spectateurs, la présence de De Gaulle à la télévision, c'est à la fois, si vous êtes un opposant en général, exaspérant, parce que c'est un peu une omniprésence, parce que les journalistes n'ont même pas besoin d'être censurés, ils s'autocensurent, ils se précipitent, les journalistes de l'époque, du journal télévisé, pas tous. Attention, ils sont un peu obligés de le faire, même s'ils ne le veulent pas, il y en a qui se révoltent. Là aussi, on parlera de cet aspect un peu plus compliqué, mais en tout cas, on voit beaucoup le général, avec tout un tas de sous-genres de Gaulle. C'est vraiment une époque singulière de ce point de vue-là, et c'est vrai que lorsqu'on regarde la télé d'époque, ça a des allures de régime autoritaire, ça n'a pas une allure très démocratique. C'est clair qu'il y a une démocratie qui boite de ce côté-là. Il n'y a pas de démocratie absolue, et de toute façon. Mais là, on voit vraiment une dimension délicate. Et voilà. Et donc, il y a tout un tas de systèmes de contrôle réels qui sont mis en place sur le JT, pas directement De Gaulle lui-même, mais son ministre de l'Information de l'époque, pendant 4 ans, qui s'appelle Alain Perfit,
Et puis, le problème de cette époque, j'ajoute tout de suite avant de montrer 2 ou 3 extraits, c'est que c'est typiquement cette époque-là qui après va être noircie. Il va y avoir une espèce de... Il y a des tas de problèmes que j'ai essayé d'évoquer très rapidement, mais on va noircir cette époque ensuite en disant c'est l'horrible époque où De Gaulle contrôlait tout. Et sur les télés privées, lorsque la télé fait sa propre histoire, on peut trouver des reportages sur M6, TV6 qui démarre, M6, France 5 qui a disparu, des télés privées nées dans les années 80 vont raconter l'histoire de la télé dans un documentaire. On dira De Gaulle contrôlait toute la télé, phrase que j'ai entendue, qui est une ânerie absolue. Il avait d'autres chats à fouetter, littéralement, et d'autres choses à faire que de contrôler la télé. Donc il y avait des instruments de contrôle sur l'information télé et spécialement sur le journal du soir. Mais pas dans tous les genres et pas dans les magazines. Et on reviendra sur la coupure entre journal et magazine, qui est critique, je pense, pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Malgré tout, lorsqu'on regarde le JT de l'époque, il y a certains sujets qui sont traités de façon intéressante, beaucoup en politique internationale, pour 2 raisons. La première, c'est que comme il y a moins l'obsession de faire une télévision populaire qui accroche, qui fasse de l'audimat, il n'y a qu'une seule chaîne, en situation de monopole, les gens regardent la télévision, ils ne regardent pas la première ou la deuxième chaîne, ils regardent la télé. Donc cette situation fait qu'il y a beaucoup moins de concurrence, que les journalistes, malgré tout, c'est l'époque 65, 6, 7, des journalistes viennent de la presse écrite, attirés par la télé, curieux de l'instrument, et ils transportent avec eux des normes. Ils ont envie de faire du journalisme qui ressemble à ce qu'ils faisaient. Il y a des journalistes du Monde qui arrivent, beaucoup, c'est vrai, sont plutôt des journalistes gaullistes. On recrute des journalistes politiquement sûrs. Mais c'est compliqué l'identité professionnelle du journaliste. On peut être un journaliste politiquement d'une couleur acceptable et avoir aussi des normes professionnelles. Donc on a une information internationale qui est parfois de qualité, et elle est internationale aussi souvent parce que c'est moins dangereux. C'est plus simple d'aller sur les points chauds du globe que de traiter de la dernière grève, la grande grève des mineurs en France en 65, si je ne dis pas de bêtises, ou un petit peu plus tôt, qui était une grève, un événement social extrêmement important. La télévision, journal télévisé, effacé. Moins dans les magazines, on va y revenir. Donc c'est compliqué, il faut se méfier de juger trop vite le passé. En général, le passé de la télévision, on le connaît mal parce que la télé est un objet peu légitime, pour revenir à ce qu'on disait au début. Il y a eu longtemps peu de recherches sur l'histoire de la télé, ça a changé, mais ça change encore lentement dans beaucoup de pays. Et donc on connaît mal et du coup on peut se replier assez facilement sur les clichés ou sur les discours professionnels un peu simplifiés qu'on peut entendre, pour certains d'entre eux en tout cas. Et on va avancer un peu, même si nous n'arriverons pas au bout, ça c'est clair. Je ne pense pas que ça soit grave, l'idée c'est de donner un peu de matière à débat. Les magazines, là c'est important du point de vue des différents sous-genres du journalisme télévisé, et je pense que ça peut rester vrai aujourd'hui sous certaines conditions. Il y a une dynamique qui se met en place entre journalisme télévisé et magazine à cette époque-là, qui est la suivante. Puisque le journal télévisé, c'est le lieu de la dépendance politique, c'est là où on voit tous les Léon Zitrone, on voit qu'ils vont des choses très serviles, donc il faudrait, si on a envie de faire du journalisme, il faut aller voir ailleurs. Et cet ailleurs, ça va être le magazine télévisé. Parce qu'on se comprend très vite qu'il est moins surveillé que le JT. Le JT, il y a vraiment un système de contrôle qui se met en place. On surveille l'ordre du jour du JT quotidiennement. En France, ça se fait au ministère de l'Information, rue de Varennes, jusqu'en 69 au moins. Donc c'est vraiment très contrôlé. Le magazine, vu son mode de fabrication, vu même son nom, l'idée de le mot de magazine d'information, c'est un mot qui a été transporté de la presse à la télévision dans les années 50. On s'est mis à faire le magazine du temps passé, le magazine de ci, le magazine de ça. Et lorsqu'on a dit magazine d'information, bon, ça faisait peu, je sais pas le cœur même du journalisme, pas de la haute politique. Il y avait donc une plus grande liberté. En France spécifiquement, il y a eu le cas de 5 colonnes à la Lune, qui est un magazine télévisé qui a été créé par les journalistes les plus prestigieux de la télévision de l'époque. Je ne vais pas m'amuser à vous abreuver de noms propres, parce que ça n'a pas forcément grande signification aujourd'hui. On va citer juste Pierre Desgrosbes, qui était un monsieur très important, qui a fait quantité de choses, qui a été directeur de chaîne. Et on va citer un autre nom connu dans l'histoire de la presse, qui est Pierre Lazareff. Pierre Lazareff, c'est un grand patron de la presse française, notamment de François, qui est un des premiers quotidiens de l'époque, qui gagne encore énormément d'argent, qui est très riche. Et il investit dans la création de 5 colonnes à la Une. Donc il y a de l'argent qui peut venir, de l'argent privé,
coproduction privée sous forme discrète ou pas discrète, ça date pas d'hier, le lien avec le privé, qui peut être investi dans le journalisme télé, et ça permet de contourner un autre problème dont souffre le journal télévisé, la télé de l'époque, mais surtout le journal, parce qu'il a besoin de souplesse. C'est le problème de la rigidité bureaucratique et financière. Il faut signer 3 ordres de mission avant d'envoyer un journaliste lorsqu'il y a un événement international dramatique. Ça fait le tour des bureaux et l'information est périmée lorsque l'ordre de mission est signé. Et c'est arrivé plusieurs fois. C'est pas une caricature. Et donc, lorsqu'il y a de l'argent privé, on va à la caisse de François, on envoie la personne, le journaliste, pour faire le reportage. Et bizarrement, 5 colonnes, journal, magazine d'information hebdomadaire, peut réagir plus vite que le journal télévisé qui est en quotidienne. Voilà. Et donc, ce magazine d'information, créé dans des circonstances particulières, se fait très vite une très grande réputation, et il va couvrir des sujets qui sont tabous, relativement tabous pour le journal, et notamment pour la France. Il va couvrir la guerre coloniale, qui est la guerre d'Algérie de l'époque. On est vraiment en pleine guerre d'Algérie. Ça démarre en 1954, personne n'appelle ça une guerre en France, ça se termine en 1962, par la signature des accords d'Évian. En 1959, il y a le contingent qui est présent massivement en Algérie. On est dans une guerre qui, je vous rappelle, a fait au total des centaines de milliers de morts. 600 000 morts algériens, c'est en dizaines de milliers du côté français. Donc on a un événement dramatique, très important politiquement. Donc ça, c'est 5 colonnes. Un autre journal très connu, c'est Zoom, qui est créé de 65 à 68, qui, lui, s'occupe plus de politique intérieure, un ton un peu plus revendicateur et 68 arts, et qui est un magazine intéressant pour une autre raison, c'est qu'il a été créé, lui, par 2 journalistes, qui étaient fort connus à l'époque, qui sont arrivés au JT pour faire plein d'ambition, et ont été tellement écœurés et découragés de ce qu'ils voyaient, mais ils avaient aussi des bonnes connexions, ça les a aidés, qu'ils ont proposé de faire un magazine en disant « là, on pourra faire ce qu'on a envie de faire ». Et un dernier mot de ces 2 magazines, lorsqu'on les voit en archive aujourd'hui, on voit incontestablement, un mot qu'il faut employer avec prudence, on voit une qualité de production. C'est tourné avec les moyens du cinéma, notamment, avec du 16 mm, souvent avec des réalisateurs qui s'associent à des journalistes. Et ça me permet là de quitter la France et de dire quelque chose d'un peu plus général. Une des caractéristiques des magazines de l'époque, je ne sais pas, ça va durer jusqu'au milieu des années 70, c'est qu'ils ont une couleur cinéma. Et ça, c'est très clair lorsqu'on voit certains magazines de la BBC, mais aussi de l'Allemagne. Le grand magazine hebdomadaire de la RAI de l'époque aussi, qui sera considéré comme de bien meilleure qualité que le journal télévisé, selon une dynamique qui est très française, dépendance politique et bureaucratie pour le JT, plus de liberté du côté du magazine. Donc ces magazines ont une couleur, une qualité qu'on voit encore aujourd'hui, et ils ont une dimension cinématographique. Encore une fois, on associe souvent des réalisateurs aux journalistes. Ça veut dire qu'on a les moyens, ils partent réalisateurs, journalistes, ils disputent souvent, mais la dispute est intéressante. La dispute porte très souvent sur le rythme. Le réalisateur dit c'est formidable ce plan-là, mon panoramique sur la plage à la petite Mathilde Watt, et le journaliste boude d'impatience et coupe le plan. C'est un exemple vécu, mais il y en a eu pas mal comme ça. Donc ça, c'est pour ces magazines qui représentent un mouvement au minimum ouest-européen, mais je pense aussi dans les pays qui étaient un peu dans la périphérie de l'Occident et qui avaient un souci d'imitation, quelque chose qui allait au-delà, parce que j'ai trouvé des problématiques du magazine d'information et des questions qui étaient posées en Israël, un peu plus tard. C'est le fruit d'une recherche en cours, où le producteur qui a pris l'initiative, on est au début des années 70, on est plus tard, dira, moi je regardais Panorama à la BBC, et puis 60 Minutes de CBS, je regardais aussi vers les États-Unis, j'ai voulu faire un compromis des deux, mais il pensait magazine d'information. J'ai trouvé un exemple similaire en Argentine, malgré les va-et-vient entre dictature et coup d'État, retour de la démocratie en Argentine, il y a eu une télévision publique intéressante aussi là-bas. Donc là aussi c'est assez étonnant, on voit quelque chose qu'on croyait être très local, on découvre qu'il y a des dynamiques internationales, peut-être même globales, mais c'est un sujet, c'est des travaux en cours, tout ça, et des questions qu'il faut se poser, mais qui n'ont pas encore leur réponse. Voilà, je crois que je vais avancer à la slide suivante, en regardant toujours l'heure. Bon, à peu près raisonnablement déraisonnable. Ah non, j'ai oublié quand même 74-81 quand même. Dans mon intitulé, là, il faudrait peut-être corriger, en fait, c'est croissance, concurrence et standardisation. Le mot de concurrence devrait être réintroduit. Le mot de concurrence en télévision,
réclamerait beaucoup d'explications parce qu'il a des significations très différentes selon les époques et les niveaux de concurrence peuvent être très inégaux. Lorsqu'on parle de concurrence en France à partir de 1974, on est dans une concurrence qui ressemble à ce qui se passe en Italie, de l'autre côté des Alpes, lorsqu'il y a les 3 rédactions des 3 chaînes de la RAI sont séparées et mises en concurrence, c'est une concurrence très modeste. On est financé pour partie par la publicité, mais pas à 100%. Il y a une mesure d'audience très lente, les résultats arrivent beaucoup plus tard, on n'est pas sous le régime de l'audimétrie. Mais malgré tout, pour la première fois, on a des chaînes indépendantes qui se surveillent, qui ont envie de faire mieux que l'autre, qui surveillent tous les chiffres, y compris des petits sondages qui sont faits à la va-vite par François, par des grands quotidiens de l'époque, pour voir si on a battu la chaîne d'à côté. Cette espèce de logique se met en place et elle pèse très lourd sur toute la télévision, même si c'est une forme modeste de la concurrence. La concurrence, à la concurrence, il faut ajouter autre chose. En 1974, dans les début des années 70, c'est une centralité de la question politique, de la question du politique dans l'Europe de l'époque. On sort de 1968, on est dans une grande époque de lutte politique, mot un peu démodé aujourd'hui, les luttes, mais les luttes, comme ça, entre guillemets, on savait ce que c'était, les luttes syndicales, les luttes populaires, le début des luttes féministes en France. Donc on est dans une grande époque de lutte politique, et on est dans un bouillonnement, on est dans une question pour en tout cas les pays où le Parti communiste est puissant, et de nouveau je retrouve l'Italie, mais d'autres au sud de l'Europe, c'est la question de que faire d'une opinion publique qui est encore, où le communisme est encore très populaire, mais il est considéré comme difficilement acceptable par beaucoup de partis à droite du Parti communiste, y compris bon nombre de socialistes. Donc il y a un bouillonnement de la politique et la télé ne sait pas très bien comment faire avec ça. Il y aura beaucoup de scandales, des gens qui vont créer la censure, il y aura des vrais cas de censure, des faux cas de censure. Il y a une vraie complexité parce qu'il n'y a pas de consensus fort autour des questions que je viens d'évoquer. Et pour que le journalisme télévisé puisse fonctionner relativement paisiblement, je dirais en routine quotidienne, il faut qu'il y ait un consensus sur ce qu'il convient de couvrir ou non et de condamner ou non. Et je vous ai donné des exemples, on ne sait pas très bien. Sans compter le problème de la violence politique, mais ça c'est surtout l'Italie qui est confrontée et pas la France. L'Allemagne aussi, très fortement. Dans ces années-là, terrorisme sous ses diverses formes. Ce qui pourrait nous ramener à l'actualité. D'ailleurs, sur les questions de couverture du terrorisme, il y a des questions qui ont été modifiées, mais qui passent pas totalement. Et je pense qu'une des réponses à tous ces défis, le défi de la concurrence, le défi du politique, c'est une forme de standardisation. Le format va être une réponse. On va faire quelque chose de reconnaissable, de formaté, ça crée des habitudes, des habitus, des dispositifs journalistiques reconnaissables qui tournent. Et ça me paraît un petit point important, c'est que le format en télé, c'est un terme central qui est discuté très souvent uniquement dans le contexte de la commercialisation. On dit on fait des formats parce que ça se vend et parce que c'est répétable et on a des catalogues de formats et au MIP TV, aujourd'hui, le commerce des formats est capital et on pense la télé-réalité, les variétés, les jeux, les sitcoms, etc., etc. Et moi je pense qu'il faut juger le format de façon plus générale en télé sur le plan théorique, c'est une réponse à d'autres défis que celui de la commercialisation. Ça peut être une réponse à des défis politiques et une réponse à la première concurrence avant même qu'il y ait une forte commercialisation. Et ce format qui se met en place, là, ça dépasse de beaucoup la France. On voit vraiment la montée de l'anchorman, de l'homme encre, de l'homme tronc, de ce qu'un réalisateur de télé français appellera les icônes électroménagères, en parlant des hommes troncs comme ça qui parlent à la télé. Les mezzi busti, c'est un journaliste italien, les hommes troncs aussi, c'est à peu près la traduction, qui emploie ça de façon très sarcastique à l'époque. Donc on se moque de ça, mais on voit le format se mettre en place. L'idée de l'homme encre, ça n'est qu'un homme, ça prendra encore pas mal de temps avant que ça soit une femme, en tout cas dans tout ce qui est le sud de l'Europe, les pays latins, pour citer un cliché qui a une part de vérité. C'est quelque chose de relativement ancien, ça vient des États-Unis. Je vous ai dit The Evening News with Douglas Edwards, 1947, with Douglas Edwards. C'était lui, il était identifié aux nouvelles du soir. Et puis ça a été exporté très lentement en Europe, c'est arrivé en Angleterre, d'abord sur la chaîne commerciale, la première chaîne commerciale européenne, 1955, ITV, et dans le reste de l'Europe, dans beaucoup de pays, ça arrive dans les années 70.
Et d'ailleurs, les journalistes vont faire le pèlerinage, quelquefois à leurs frais, en vacances, ils vont dans les studios de CBS, ils vont voir à l'époque Walter Cronkite, qui est le grand homme-encre de l'époque, ils disent c'est ça qu'il faut faire. Cela dit, ils ne sont pas rédacteurs en chef, eux, en France, à l'époque. Ils sont simplement les présentateurs. Mais ils sont la tête. Et c'est une petite révolution modeste à la télévision. Tout le monde le remarque, toute la presse le commente. Il faut comprendre ce que ça signifie d'avoir la même personne qui vous donne les nouvelles du soir tous les jours. Aujourd'hui, on est complètement habitué, mais à l'époque, on a le sentiment d'abord que c'est une espèce de pacte qu'on passe avec cette personne, qu'elle est fiable, qu'on peut lui faire confiance. Sinon, il faut qu'on y croie. Si on va retourner le voir tous les jours et qu'il vous raconte tous les jours les nouvelles du monde. Et surtout, ça met en cause la question du pouvoir de journaliste. On se dit, il a un pouvoir énorme. Ça va revenir très très souvent. Ce qu'il dit, les gens y croient. Il y aura des exemples célèbres. C'est aussi des anecdotes qui courent dans beaucoup de pays. Roger Giquel, je cite le nom là, le roi Giquel. Roger Giquel, c'est le présentateur du journal télévisé de TF1, qui n'est pas encore une chaîne privée à l'époque, qui est la première chaîne publique, de 1974 à 1981. Ça correspond pile à la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Dépendance étroite du journalisme et de la politique, à l'époque très étroite encore. Et il part à cause de l'élection de François Mitterrand en 1981. Mais donc Roger Giquel, qu'on a agonie d'injures, était un journaliste qui essayait de faire son travail honnêtement, même si on savait qu'il n'était pas dangereux pour le régime de l'époque. Et il y a une anecdote célèbre, et de nouveau j'ai trouvé cette anecdote dans beaucoup de pays lorsqu'il y a la montée du présentateur, c'est qu'un soir il a dit qu'il faudrait penser à faire des économies d'électricité, première crise de l'énergie, crise du pétrole 73, je crois que vous connaissez l'anecdote, apparemment il demande de couper il dit vous pouvez, si chacun de nous éteignait sa lampe maintenant, ça ferait des économies de X, et EDF a dit on a vu la consommation nationale baisser très très sensiblement au moment où vous avez dit ça. Donc, parce que beaucoup de gens sont il a une bonne idée, on va éteindre. Des millions de gens éteignent leur lampe. Alors, cela dit, c'est un pouvoir. Mais est-ce que c'est un pouvoir? Il ne leur a pas dit sortez dans la rue et faites une émeute. Il leur a dit éteignez votre lampe. Donc, c'est un peu comme on dit aujourd'hui cliquez, faites une pétition. C'est un pouvoir limité. Ça fait des millions. Ça faisait baisser la consommation d'électricité un petit peu, un soir. Bon. Donc, il y a cette montée de l'Anchorman, ce qui est un symbole, je crois, du format, mais. Là, il faudrait que je revienne à l'introduction, ça dépasse la question de l'Anchorman. C'est tout le dispositif du JT qui se met en place autour de l'homme-tronc, de lui qui lance les sujets, selon une certaine forme, l'idée des résumés au début. Ce soir, nous allons vous dire tar, tar, tar. Il y a différentes façons de faire ça sur toutes les chaînes, mais on voit vraiment des caractéristiques de l'infotélé telles qu'on la trouve encore aujourd'hui, même si elle est alourdie de déroulants en bas de l'écran, alourdie de déroulants, si on peut dire, les déroulants qui passent. Il y a beaucoup de choses, mais néanmoins, il y a encore une grammaire qu'on peut trouver dans l'information télévisée aujourd'hui, en tout cas pour le grand journal du soir. Il y a un autre phénomène qui est la multiplication des éditions. Là aussi, ça renvoie à ce que j'ai dit au début. L'émission de midi, il y en avait sur certaines chaînes, mais pas sur toutes. L'émission du soir, sur certaines chaînes, sur toutes. Il y a 3 chaînes installées, et toutes, elles multiplient les éditions. Il y a une soif du politique et de l'information aussi à l'époque, qui est sans doute moins vraie aujourd'hui, et qui, par rapport à ce que je vous ai dit des années 70. Magazines, on voit aussi, dans les magazines, par rapport aux magazines de grands reportages, qui étaient très puissants dans l'époque précédente, là, ce sont des magazines de la parole politique qui se mettent en place. Et ça va continuer jusqu'à aujourd'hui avec beaucoup d'évolutions, notamment l'arrivée du talk show et le fait que la parole politique va se colorer de divertissement très fortement à partir des années, milieu des années 80 et surtout 90. Le mix du jeu et du talk show politique que vous connaissez tous, on va jouer au jeu qui va gagner, on voit dans les talk shows politiques, on voit l'homme politique soumis à des questionnaires qui ressemblent à ceux d'un jeu télé. Ça date très clairement en France de l'heure de vérité, des années 80, mais c'est beaucoup développé depuis. À cette époque-là, années 70, c'est la parole politique sans cette dimension ludique, et on a donc le face-à-face, qui est un dispositif qui va être régularisé, dont on va faire d'abord, avant le deuxième tour des élections, les 2 candidats à la présidence, mais on va trouver ça comme le sommet des grandes émissions politiques. Il y en aura encore un certain nombre, organisés quelquefois hors élection. Laurent Fabius, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, Jacques Chirac en 85 par exemple, sera un moment très important dans l'histoire des débats, un moment d'épuisement parce que Fabius aura le sentiment qu'il s'est fait piéger, ensuite beaucoup d'hommes politiques auront très peur de ces débats, mais c'est un dispositif intéressant comme une espèce de sommet de mise en scène de la parole politique et un événement énorme pour les journalistes aussi du point de vue de l'audience, cette espèce de duel, on parlera du duel, de nouveau. Retournons à l'histoire internationale. Le premier duel, c'est Kennedy-Nixon 1960.
Mais ce n'est pas tout à fait un duel, là aussi, ce n'est pas une copie conforme qu'on fait en France ou d'ailleurs dans d'autres pays, puisque Kennedy et Nixon, c'est des journalistes, ils sont debout et pas assis, ils ne sont pas face à face, et c'est des journalistes qui leur posent des questions, ils répondent chacun à leur tour à des journalistes, et ils s'interpellent directement de façon assez rare, c'est beaucoup plus neutralisé. Mais aussi, il y a des côtés cycliques dans l'histoire de la télé, regardez des débats récents pour les élections législatives, en Grande-Bretagne, en Israël aussi d'ailleurs, on a vu des stands debout, 4 ou 5 candidats comme ça en randonnion, auxquels des journalistes posaient des questions, des interpellations, mais très très limitées. Les dispositifs ne se renouvellent pas si facilement en télévision. Donc les magazines, le règle du politique, je vous ai parlé du duel, il y aura d'autres types de dispositifs politiques intéressants, et il faut dire que pour la France en tout cas, lorsqu'on voit les magazines politiques d'aujourd'hui, on dit que cette époque-là était, j'ai envie de porter des petits jugements, plus intéressante. Parce qu'on n'avait pas ce souci de faire du ludique à tout prix, des provocations un peu faciles, des questionnaires de Proust. Et au contraire, on avait une parole politique de confrontation qui pouvait être assez brutale. Les hommes politiques étaient moins rodés, moins conseillés. Les journalistes étaient excités de faire ça, c'était nouveau. Donc il y a eu une émission où il y a 2 journalistes face à un homme politique sur une table extrêmement petite, très importante, dispositif physique, ils étaient très proches. Et c'était une émission dans laquelle il y a une tension qu'on sent encore aujourd'hui, une émission qui est tout à fait intéressante, qui s'appelait Carte sur table. Technologie, par rapport aux magazines comme colorés de l'influence du cinéma, là il faut signaler, on doit signaler lorsqu'on fait l'histoire d'information télévisée, le passage à la vidéo. C'est la fin du film 16 mm qu'on utilisait pour tous les reportages télévisés depuis l'origine. Et à partir de 1977-78, dans les rédactions occidentales, et peu à peu, ça va déborder, les rédactions du monde entier, on fera encore du film très longtemps dans beaucoup de rédactions du tiers-monde, ou des pays en voie de développement. Mais donc le passage à la vidéo 77-78, il faut bien préciser qu'on parle d'un passage à la vidéo lourde au début. Ça s'appelait l'ENG, Electronic News Gathering. L'ENG, l'acronyme est passé dans d'autres langues, puisque c'est des cassettes qui ne sont pas dans la caméra. Il y a un magnétoscope qui est séparé de la caméra, qui sont dans un car, qui est relié à un fil, ou un câble plutôt. Donc c'est des choses qu'on a du mal à imaginer lorsqu'on pense vidéo. Mais pour les journalistes, c'est formidable, il n'y a plus besoin de développer. Mais c'est vrai que par contre le montage vidéo à l'époque est horriblement compliqué. Et on perd de qualité à chaque fois, c'est qu'on n'est pas dans le digital, on est dans une époque très antidiluvienne. Et donc très souvent, ça va consister au fait que lorsqu'on fait un reportage, on se dit il faut prémonter, il faut déjà penser au montage. Ce qu'on ne faisait pas du tout en cinéma, on tournait des séquences intéressantes, après on coupait. Donc c'est un passage qui a une modernité pour nous, mais il faut se méfier, c'est aussi quelque chose qui retarde d'une certaine façon. Sans parler des problèmes de la qualité des images. Cela dit, en télévision, on comprendra très vite que s'il y a un scoop, la mauvaise qualité peut fonctionner du point de vue du code comme une garantie du scoop. C'est très important, donc il a fallu le filmer même dans ces mauvaises conditions. Donc ça, c'est un petit mot de la technologie dont je ne parlerai pas assez. Il faudrait signaler aussi la montée de l'usage du satellite. Le satellite en télévision, ça a été très lent. Les premiers usages océaniques, c'est 62, mais c'est un usage très ponctuel, un événement très singulier. Là, petit à petit, en réservant le satellite, on peut avoir du satellite quasiment en quotidienne, fin des années 70. Donc ça change beaucoup les conditions du point de vue de l'information internationale. Voilà, je regarde le temps qui reste, il faut choisir. Je vois qu'il reste 3 minutes en principe, c'est ça. Non, je écart. Écart, alors ça, il reste 23 minutes, parce que je suis riche de temps, je peux raconter plein de choses. Voilà, je sais que je vais relativement vite, donc peut-être tout était clair à peu près dans ce qui a été raconté jusque-là. On va prendre des questions en cours de route aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi. Voilà, donc j'arrive en 81, et là, j'arrive à une date, alors je retourne nettement en France, puisque 80, c'est l'alternance politique, l'élection de Mitterrand au pouvoir, après de très longues années où la droite, sous ses diverses formes, la droite gaulliste essentiellement, puis Giscard a été au pouvoir, donc le retour de la gauche au pouvoir, en 81. Et c'est intéressant du point de vue des liens entre pouvoir politique et télévision, et journalisme télévisé, ce qui se passe en France, parce que ça va refléter ce qui s'est passé dans d'autres lieux. On peut penser notamment à l'Espagne, où il y a l'arrivée de Felipe González au pouvoir après la longue chute lente à l'agonie du franquisme. Et dans d'autres pays, c'est
c'est qu'en 81, il y a un grand espoir. Très souvent, les alternances politiques se font avec des moments d'espoir qu'il ne faut pas mépriser, parce que c'est agréable d'espérer, même si on est déçu. Bon, c'est l'élection d'Obama, beaucoup de gens ont été déçus. N'empêche que ça a été un moment d'espoir très rare sur le plan de l'actualité mondiale. La première élection d'Obama a été un moment très singulier du point de vue de la génération politique. Je pense que, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, moi ça m'a frappé. Dans un monde où il n'y avait pas beaucoup de raisons d'espérer, beaucoup de gens se sont dit, tiens là, il y a un espoir. Voilà. Je n'entre pas dans le débat sur les déceptions, mais c'est important pour la France, 80, ce moment pour la télévision, c'est important à tous les niveaux. D'ailleurs, il y a eu de vrais changements très importants du point de vue du régime démocratique et qui débordent de beaucoup la question de la télévision. Mais les journalistes se disent, ça y est, c'est la fin de la dépendance politique, ça va être la liberté, il y a une espèce d'euphorie dans les rédactions, il y a des comités qui se mettent en place, la droite dirait il y a des soviets qui se mettent en place dans les rédactions de télévision. C'est vrai qu'il y a un moment au début où des journalistes, notamment ceux qui étaient de gauche et qui avaient le sentiment qu'ils devaient se taire, se sont dit ça y est, on peut y aller, on va parler. Et donc il s'est dit beaucoup de choses et quelquefois un peu n'importe quoi. On a l'impression de gauchisme débridé sur certaines éditions de journal télévisé, notamment dans les stations régionales. En Corse, c'est quasiment la Corse indépendante s'installe à la télévision dans certains reportages. C'est assez amusant quand on a vu la suite. Mais au-delà de ce bouillonnement, et puis il y a l'arrivée des journalistes communistes à la télévision. On incorpore très directement dans les rédactions des journalistes qui étaient encartés au Parti communiste. Et ça a été un mouvement très important par rapport à la question du pluralisme. Il y avait des encartés chez les Républicains indépendants, chez Valéry Giscard d'Estaing, il y avait des encartés socialistes, il y a eu des encartés communistes à la télévision qui se sont adaptés plus ou moins. C'est une histoire qui est assez amusante, mais qui demande un traitement séparé. Donc il y a eu un grand espoir, un bouillonnement, l'idée de vrai changement. Mais c'est vrai que là, il y a un paradoxe qui est exactement le même que pour l'Espagne, à ce niveau-là. C'est que beaucoup de journalistes, mais beaucoup de gens de la télévision se sont dit « ça y est, on va pouvoir consolider la télé publique ». Alors il y avait beaucoup de rumeurs déjà sur l'arrivée de la télévision privée. Au début des années 80, il y a beaucoup de rumeurs en disant « ça y est, on va vers la télévision privée, il y aura une télévision privée un jour ou l'autre, on ne peut pas y échapper, il y a toute une dynamique qui se met en place, il y a des groupes de pression, il y a des pressions au niveau européen à cause du marché publicitaire qui est très important, il y a tout un tas de raisons qu'on n'a pas fini de creuser sur le plan historique, toute cette histoire n'est pas encore bien connue de ce passage à la télé privée, ce qu'on a appelé plus tard la déréglementation de l'audiovisuel, qui est un phénomène qui va déborder de beaucoup la France, puisque c'est un phénomène occidental. C'est aussi un phénomène américain, parce que l'Amérique avait certes une télévision privée puissante, mais il va y avoir une déréglementation supplémentaire, notamment des télécommunications, qui va peser après sur la télévision. Mais c'est dans tous les pays. Et puis après la chute du mur, 89, la déréglementation, l'arrivée des télés privées, c'est un phénomène mondial. Donc je pense que c'est sans doute, lorsqu'on fait l'histoire de la télévision globale, c'est sans doute le fait le plus important de ce qui s'est passé depuis les débuts de la télévision jusqu'à aujourd'hui, l'arrivée massive des télés commerciales. Financement par la publicité, audimétrie, etc., etc. Ça pèse sur tous les genres, sur les grilles de programmes, sur nos habitudes comme spectateurs, et ça pèse sur le journalisme télévisé comme télévisé. Et là, c'est cette espèce de dialectique dont je parlais au début. Le journalisme télévisé est repris, à mon avis, beaucoup à ce moment-là, dans une logique télévisuelle, parce que le pouvoir d'un patron de chaîne privée n'est pas celui d'un patron de chaîne publique. Il a beaucoup plus de pouvoir sur ses employés, et notamment sur la coordination qu'il réclame entre les gens au sein de la grille. Eh bien, les journalistes sont repris dans cette logique de servir la chaîne à laquelle ils appartiennent. Et retour en France, tout ça en 81, on n'y pense pas, on n'y pense pas. Les gens de télévision se disent non, c'est le contraire, c'est la gauche qui vient au pouvoir, elle a défendu le service public, on va refaire le grand organisme de radio-télévision publique qui existait, qui s'appelait l'ORTF, qu'on avait supprimé en 1974, on avait rendu les chaînes indépendantes, mais elles demeuraient publiques. On dit on va refaire l'ORTF. On va faire comme les Européens, ils n'ont pas cassé, comme nous, disaient les Français, la BBC ça dure toujours, la SSR ça n'a pas été cassé, la RAI a été réformée 10 000 fois, il y a encore une réforme en cours, mais ça s'appelle toujours la RAI au moins. En France ça a changé de nom de façon interminable, donc c'est assommant à raconter cette histoire parce que c'est plein de sigles qui changent tout le temps. Le CSA, la Haute Autorité, la CNCL, etc. Donc, les autorités de régulation dont on dira un petit mot aussi. Donc il y a un grand espoir de reconstitution de l'audiovisuel public, et puis cet espoir est déçu. Et là, il y a une surprise
c'est que, et ça vient vraiment de François Mitterrand, mais ce n'est pas parce que c'est François Mitterrand en tant que tel. François Mitterrand a une dimension d'un animal politique, comme on dit, un sentiment de l'opportunisme, il comprend ce qui se passe, il comprend que, lorsqu'on comprend que la droite reviendra au pouvoir, selon toute vraisemblance, et qu'au programme de la droite, dans le programme, c'est les élections de 86 législatives, qui emmènent un Premier ministre de droite au pouvoir, il y a la création de télévision privée, il y a une espèce de course à la déréglementation qui se met en place. Et ça n'est pas que français. Les grands partis se disent, de toute façon, les autres vont le faire, puisque ça va faire plaisir aux gens, aux électeurs, de recevoir plus d'images. Si je crée des chaînes, je sais bien, je vais créer des chaînes, au fond. Et d'ailleurs, François Mitterrand le dit dans ces termes-là lorsqu'il en parle. Il va y avoir plus d'images. Plus d'images, les électeurs vont être plus contents. Voilà, c'est un calcul politique peut-être simple, mais je pense que c'était celui qui a été fait à l'époque. Le sentiment que c'était inéluctable. Et donc là aussi, c'est une histoire qui a plein de petits sous-chapitres, qui est assez compliquée, mais en gros, ça prend la forme de la création de nouvelles chaînes. D'abord Canal+, qui a fêté récemment en 2014 ses 30 ans, donc glorieusement sur la chaîne, l'anniversaire des 30 ans de Canal, comme on s'est mis à dire quand on a voulu être à la mode au bout de quelques temps, lorsque la chaîne a bien marché, on a dit Canal, on ne disait plus Canal+. Je parle d'une histoire ancienne. Donc elle est créée en 84, mais ce qui est amusant, c'est que Canal+ est présenté au début, lorsque François Mitterrand, son ministre de la Communication, qui n'est plus un ministre de l'Information, en parle, c'est que ça va être une chaîne culturelle. Ce que viendra Arte plus tard. Il va y avoir une nouvelle chaîne de culture. C'est la gauche, c'est la culture. Bon. Et Canal+, le projet glisse, c'est très intéressant, c'est glissement des projets de réforme de la télé, ça part d'une façon officielle sous une certaine étiquette, et puis ça bouge, puis ça devient autre chose, sous différentes pressions. Et au bout de cette course, Canal+ va devenir le HBO français. HBO, c'est Home Box Office, c'est une chaîne qui est évidemment extrêmement célèbre aujourd'hui parce qu'elle produit beaucoup de séries, de ce qu'on appelle beaucoup, là aussi aujourd'hui, la télé de qualité. Le retour de la télévision de qualité, c'est un thème qu'on trouve beaucoup à la télé. On regarde tous des séries de HBO, de toute façon, on connaît tous le sigle générique au début comme ça, donc tout le monde sait de quoi je parle, en tout cas à ce niveau de production de séries. Au début, HBO, c'est pas ça. Home Box Office, ça veut dire ce que ça veut dire. Le box-office à la maison, c'est le box-office du cinéma. La chaîne doit gagner de l'argent au début, donc essentiellement, elle diffuse du cinéma et du sport. Canal+ a beaucoup ajouté de sport d'ailleurs. Mais Canal+, c'est conçu comme un HBO français. Ça va être une chaîne à péage. Les gens vont payer un abonnement pour voir du cinéma. Adieu culture, même si la chaîne va être obligée de financer beaucoup de cinéma. On est quand même en France, c'est le lobby du cinéma. Je ne juge pas du bien fondé ou pas de cette affaire. Hein. Est très puissant, y compris dans les milieux politiques, et donc Canal+ paye et continue de râler fortement, mais produit énormément de films, très au-delà, disent-ils, de leurs besoins à l'antenne, du point de vue du type de film qu'ils produisent. C'est un peu particulier à la France. Mais le modèle se met en place. Là aussi, il se met en place un peu bizarrement, parce que HBO, c'est une chaîne du câble aux États-Unis. C'était créé en 1975, il faut préciser, on est en 82 en France, donc 7 ans avant. Lorsqu'on se met à parler de chaîne culturelle. En 84, Canal+ démarre, donc chaîne qui est critiquée très vivement par tout un tas de ministres de gauche en disant, ben voilà, c'est pas la chaîne culturelle. Jack Lang, ministre de la Culture, est content parce que ça finance le cinéma. Et puis arrive, ce qui est beaucoup plus important, alors du point de vue pour la masse des spectateurs, la création de 2 chaînes privées qui ont toutes les 2 disparu aujourd'hui, parce que l'instabilité aussi va frapper les chaînes privées en France au début, mais 2 chaînes privées purement commerciales, financées entièrement par la publicité, donc au début à perte, parce que c'est des investissements énormes, qui sont TV6, une chaîne de clips musicale, qui se transformera lentement en M6, chaîne qui existe encore aujourd'hui, et France 5, disparue complètement aujourd'hui, chaîne pour laquelle on fait appel, pour la créer, on fait appel à celui qu'un ministre français socialiste a appelé le fossoyeur du cinéma italien, Silvio Berlusconi. Voilà. Ça, c'est un choc aussi, un petit choc dans la France de l'époque. On fait appel à un homme qui paraît le symbole de la destruction de la culture, le roi de la télé privée, déjà à l'époque, en Italie, pas encore Premier ministre, Berlusconi. Et donc, il vient en grande fanfare inaugurer une chaîne qui sera une chaîne de paillettes, de variétés, et qui sera agonie d'injures par beaucoup de gens, et qui perdra beaucoup d'argent d'ailleurs, parce qu'elle aura aussi beaucoup de problèmes, mais des problèmes politiques également. La France étant ce qu'elle est, beaucoup de gens auront intérêt à ce qu'elle ne marche pas. Mais peu importe, en tout cas, voilà, il y a une révolution de la télévision, et là, je n'ai pas parlé du JT, mais il est évident que tout ça va peser très très lourd sur le journalisme télévisé. Ne serait-ce que parce qu'au début, ces 2 chaînes n'ont pas de JT.
France 5, dans son cahier des charges, alors sur le cahier des charges de toutes les chaînes privées dans le monde, à peu près, j'exagère, mais il y a un journal télévisé, on veut tellement que ça marche, François Mitterrand est tellement pressé que ça marche, puisque la droite va arriver, la chaîne démarche quelques mois avant les élections, en 86, qu'on ne met pas dans le cahier des charges de journal télévisé. Et donc ça dit quelque chose sur l'idée que le journal télévisé, ce n'est pas quelque chose qui attire forcément une grande audience. Et voilà, les nouvelles valeurs sont exprimées de façon très claire, indirectement, mais de façon très claire, de cette façon-là. Ensuite, je vais dire un mot sur des contenus du journal télévisé, en débordant peut-être sur la période suivante. Parce que là, il y a un problème. Alors, je m'arrête un instant sur le problème de comment on juge les contenus du journal télévisé. Et là, je pense qu'une des difficultés, c'est qu'il y a beaucoup de transformations qui se mettent en place lentement. Lorsqu'on regarde un JT, de nouveau, on est un simple spectateur, on zappe, on voit quelqu'un qui vous dit « ce soir, il s'est passé ça, ça, ça et ça ». Et on voit des reportages qui se suivent, et un sentiment que c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé dans votre journal télévisé, en tout cas, on a envie d'ajouter. Ce qui s'est passé dans le monde peut être une toute autre affaire. C'est une quantité de choses qui se passent dans le monde. Donc il y a un choix qui est fait. Et il y a de lentes transformations qui se mettent en place et qu'on n'a pas toujours les outils pour juger. Parce que très souvent, il faut des outils statistiques de longue durée assez puissants. Il faut faire l'ordre des différents sujets, la durée, et voir comment ça... Et souvent, c'est des petits déplacements. Et une autre difficulté méthodologique, c'est la qualification des sujets. C'est-à-dire, lorsque vous voulez faire ce type de traitement de l'information télévisée, il faut mettre les sujets dans des catégories. Ça peut être relativement simple, sport, politique. Ça peut être plus compliqué lorsqu'on a affaire à une catégorie qui s'appelle le fait divers. Ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils. En France, il y a INA qui fait INAStat, qui est quelque chose auquel on peut s'abonner gratuitement et qui donne quantité d'informations sur l'actualité télévisée, notamment les types de sujets et la durée. On peut contester la méthodologie, mais on apprend beaucoup de choses. Et donc on peut apprendre des choses passionnantes, comme le fait qu'à l'approche des élections de 2002 en France, qui vont emmener Jean-Marie Le Pen au second tour des élections, ce qui n'est pas un tout petit événement en France et même en Europe. En 2002, donc Jean-Marie Le Pen passe au second tour des élections. Et lorsqu'à l'approche des élections, lorsqu'on regarde le contenu des JT, on découvre par exemple que l'immigration, la violence, les banlieues ont bénéficié d'une large couverture et donc ont servi objectivement les intérêts du discours de l'extrême droite. Donc c'est très important ce type de traitement. Voilà. Et on voit en gros qu'il se passe quantité de choses lorsqu'on fait des traitements sur le contenu et là, il faut vraiment entrer dans le détail et en tout cas se dire qu'il n'y a aucune solution simple pour un journaliste télé pour se dire ce soir, l'actualité dont je dois parler, c'est ça. Il n'y a aucune solution simple à cette question. Rien n'est évident. Très souvent, d'ailleurs, les décisions se font jamais sous cette forme-là, elles se font sous une pression incroyable, avec des espèces de fausses évidences. Tout le monde en parle, donc j'en parle. C'est évident qu'il faut en parler parce que c'est le truc le plus important. Pourquoi c'est le truc le plus important? Parce qu'il faut en parler, parce que ça intéresse tout le monde. Pourquoi ça intéresse tout le monde? Parce que c'est le truc le plus important. Je plaisante pas, j'ai entendu des dialogues de ce type complètement circulaires, une espèce d'évidence incroyable. Et là, il y a une très bonne métaphore employée par un journaliste de télévision, qui d'ailleurs a été très critiqué aussi, qui est David Pujadas en France, et il a dit on est dans le banc de poissons médiatique. Et je trouve que c'est une métaphore vraiment formidable de la logique très souvent des grands médias, en tout cas du prime time. Le prime time aussi vient de la presse, c'est que si vous avez les poissons dans un aquarium, à un moment donné, ils changent tous de direction exactement au même moment. Et dit, moi c'est ça que j'éprouve. À un moment donné, je pars, on fait tous le même truc, et on part tous vers cet événement-là, parce que c'est plus important. Et paf, on repart dans l'autre sens. Donc il est dans le banc de poissons. C'est une métaphore un peu cruelle, mais que je trouve assez juste. Mais en même temps, pourquoi? Donc une révolution invisible, il se passe beaucoup de choses dans les contenus, et là, à mon avis, on peut en souligner deux, et je déborde de la période, vu l'heure qu'il est d'ailleurs, je déborde de la période de 95, et je vais aussi vers la période suivante. Ce qui est très clair sur le long terme, dans le journal télévisé, je ne parle pas des magazines, c'est plus compliqué, journal télévisé du soir, mais tout aussi bien les autres éditions, c'est le recul de l'international par rapport aux années 60 et 70. Ça, il y a eu plusieurs enquêtes dans différents pays, c'est vrai aussi dans certains cas pour la presse, c'est la presse la plus commerciale. C'est un paradoxe très amusant, enfin amusant quand on parle sans arrêt d'un monde global, vous avez une information globale, dans un monde de plus en plus globalisé, blablabla. Vous regardez votre journal du soir et vous avez un globe terrestre, d'ailleurs dans le code, très souvent vous avez une carte du monde ou une planisphère au début, et puis à moins d'un événement dramatique sur le plan international, vous avez une information qui est massivement nationale.
voire locales, si vous pensez aux journaux télévisés régionaux qui se sont beaucoup développés en Europe, avec la déréglementation aussi, toutes sortes d'éditions régionales et de sous-éditions régionales. Donc il y a un recul de l'international. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des grandes affaires internationales, mais il faut quelque chose de dramatique. Et notamment quelque chose qui soit de l'ordre de la catastrophe et de la catastrophe humaine, très souvent, qui implique beaucoup de gens, et d'êtres humains. Et là, ça m'emmène à un autre aspect plus délicat à juger, c'est la fait-diversification, pardonnez-moi le néologisme, de l'information télévisée. Alors, je crois que vous avez travaillé sur la question, Annick, et puis je voudrais citer aussi une autre chercheuse que vous connaissez sûrement, qui est Claire Secaille, qui est une chercheuse française qui a fait un travail uniquement sur la France de très longue durée, sur le fait divers au journal télévisé, qui montre très bien, par des outils qualitatifs, quantitatifs, c'est un très gros travail, c'est un très gros livre aussi, qui est sorti il y a 2 ans, 3 ans, qui montre très bien qu'il y a une fait diversification, c'est-à-dire que, par exemple, tel événement à Sarajevo, actualité internationale, va être traité moins comme un événement politique mettant en jeu des partis, des décisions politiques internationales, les Nations Unies, l'OTAN, mais plus comme le drame humain de ce petit garçon sur le marché de Sarajevo, la famille, etc. Donc la dimension humaine, comme on dira, vous savez, fait divers, c'est très dur à traduire dans d'autres langues, mais Human Interest Stories, c'est la moins mauvaise traduction, voilà. Il y a un intérêt humain. Et ça, c'est très très fort. Et c'est dur à calculer et à juger, évidemment, parce qu'on dit, mais non, regardez, c'est Sarajevo. Je fais ma codification rapidement, bon analyste du contenu, je dis c'est de l'international. C'est de l'international, mais voilà. Et très souvent, d'ailleurs, on met en scène le journaliste qui a une relation avec le dit petit garçon qui souffre ou toute autre chose du même ordre. Et comme ça, on humanise, mais aussi on domestique, si vous me passez l'anglicisme, on nationalise l'information. On en fait une affaire nationale bien à nous, puisque ce sont des gens à nous qui sont là-bas. Et lorsque les pays sont en conflit, d'ailleurs, le nationalisme, et pas seulement la désinternationalisation de l'information télé est très fort. J'en tourne à mon premier point. Et pour vivre en Israël, je peux vous dire que c'est extraordinaire. L'information télévisée israélienne ne comporte pratiquement pas de sujets internationaux. Ce monde global où nous vivons, à mon avis, il faut mesurer. C'est un peu plus compliqué que ça. Et voilà, je crois que je vais juste regarder la dernière slide en espérant qu'elle va parler toute seule. Non, je pense qu'il reste 2 minutes, non, 11h15. Oui, alors je vais dire juste un mot sur tout ça. Au fond, ça renvoie à grand JT, continuité, Internet, forum perdu. Je vais rassembler mes 3 points en un seul et dire juste encore un mot de prudence lorsqu'on fait l'histoire à long terme. C'est tout ce thème de la fin de la télévision qu'on entend beaucoup aujourd'hui. La disparition de ce grand média, l'éclatement complet. C'est une vieille prophétie qui date au moins des années 80 avec la télé par câble. Il y a eu plein de gens qui ont envie, apparemment il y a plein de gens qui ont envie que la télé meure. La fin du cinéma, il n'y a pas eu de gens qui ont dit c'est formidable, le cinéma va disparaître, ça va se renouveler. Dans la fin du cinéma, tout le monde a peur, c'est pas bien, quoi. La fin de la littérature, la fin du livre, c'est très amusant de voir comment c'est traité par rapport à cette idée de compléter. La fin du cinéma, c'est mal, la fin de la télé, ouf, enfin. Bon. Les médias meurent très peu, très souvent ils se transforment, ils s'installent dans un nouveau complexe médiatique. Et la fin de la télé était beaucoup annoncée, et en même temps la fin du JT. Les journalistes ont pu vivre de l'intérieur en disant il y a une baisse de l'audience. C'est vrai d'ailleurs qu'aux États-Unis, en Angleterre, il y a une baisse de l'audience des grands JT tendanciels depuis pas mal d'années. Mais il semblerait que ça ralentisse, et on n'est pas du tout sûr que l'idée d'un JT un peu central perde totalement de son intérêt. Ça dépend des moments. En moments de crise nationale grave, de nos moments de conflit, on voit que l'information télévisée centrale remonte, qu'on a besoin de se regrouper autour d'une information commune. Pour être plus sûr qu'on écoute tous la même chose, parce que sur la télé, c'est beaucoup ça. Être en direct, c'est pas simplement que l'émission est en direct, c'est que vous êtes en direct avec votre voisin qui regarde le même contenu. Ça s'emploie aussi comme ça, regarder la télé en direct. Et je pense que le JT, le direct, le besoin de communauté dans les moments de crise fait que c'est un peu trop facile de dire il y a une tendance. Et les tendances, ça se renverse toujours. On voit des tendances. Il faut se méfier aussi de l'usage du terme tendance à ce niveau-là. Donc méfions-nous beaucoup de ça. Et pour parler d'Internet, lorsqu'on fait l'audimat de l'Internet, même si c'est très compliqué sur le plan méthodologique, lorsqu'on fait l'audimétrie de l'Internet, on se rend compte que dans la plupart des pays, les sites les plus populaires, ce sont les sites des grands médias d'information. Donc peut-être c'est pas consommé de la même façon, mais il n'empêche qu'en Grande-Bretagne, la BBC est largement un des sites les plus populaires. Donc on s'informe encore par la BBC. C'est pas tout à fait le journal télévisé de la BBC, c'est des sujets éclatés, c'est des articles écrits, mais il n'empêche qu'il y a une centralité des grands médias et il y a une transformation du contenu, une réélaboration sur Internet et sur le web. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose de dire que les grands médias vont mourir. Il y a une métamorphose compliquée. Enfin, je crois que je vais m'arrêter là, cette fois.